Vous regardez 64 minutes, bienvenue, merci d'avoir choisi TV5 Monde. À la une de l'actualité, les menaces fusent après l'échec des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump affirme que la marine américaine va bloquer le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la Révolution assurent qu'ils contrôlent le trafic et promettent de piéger leurs ennemis dans ce même détroit. Nous irons à Annaba en Algérie. La ville se prépare à la venue de Léon XIV. Le pape entame ce lundi une tournée en Afrique avec cette première étape algérienne. L'archevêque d'Alger en rêvait. Il nous a accordé un entretien, vous l'entendrez. Et quels sont les enjeux de cette tournée papale? Réponse avec François Mabille, spécialiste des religions. Viktor Orban va-t-il être poussé vers la sortie? Après 16 ans de règne, le Premier ministre hongrois est bousculé par un rival sérieux, Peter Magyar. Il y avait foule devant les bureaux de vote pour ces législatives en Hongrie. Participation record de plus de 54% à la mi-journée. Nous serons en direct de Budapest. Encore un exploit dans rebond. Stan d'Augustin a bouclé la Lapland Arctic Ultra en moins de 8 jours. 500 km à pied à travers la Laponie, dans la neige. Ce jeune Français vient nous raconter cette course de l'extrême dans votre rendez-vous sport du dimanche. Des drones aux armes laser, Kiev développe son savoir-faire. Est-ce que cela peut changer la guerre? On en débat dans la seconde partie de cette émission. Que va-t-il advenir de la trêve au Moyen-Orient? Les négociations directes entre Téhéran et Washington ont donc échoué à Islamabad. Donald Trump maintient la pression dans un long message sur son réseau social. Il se dit prêt à frapper les infrastructures énergétiques iraniennes en l'absence d'accord. Le président américain annonce même un blocus naval du détroit d'Ormuz. On fait le point avec Julia Courtois. 6h30 du matin à Islamabad. J.D. Vance annonce, après 21 heures de discussion, la fin des négociations avec l'Iran. Nous rentrons aux États-Unis sans être parvenus à un accord. Nous avons clairement indiqué quelles étaient nos limites, sur quel point nous étions prêts à faire des concessions et ceux sur lesquels nous ne l'étions pas. Nous avons été aussi clairs que possible, mais ils ont choisi de ne pas accepter nos conditions. Principal reproche du vice-président américain, le refus par l'Iran de renoncer clairement à l'arme nucléaire. Côté iranien, on évoque les demandes déraisonnables des États-Unis. Mes collègues ont présenté des initiatives constructives, mais en fin de compte, l'autre partie a été incapable de gagner la confiance de la délégation iranienne lors de cette session de négociation. La fin des pourparlers pose la question de l'avenir du cessez-le-feu. Le 7 avril dernier, le Pakistan, médiateur de l'ombre depuis le début du conflit, avait réussi à arracher in extremis une trêve de 2 semaines entre Washington et Téhéran. Il est impératif que les parties continuent à respecter leur engagement en faveur du cessez-le-feu. Le Pakistan a joué et continuera de jouer son rôle pour faciliter le rapprochement et le dialogue entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique dans les jours à venir. Après plus de 40 jours de guerre, la porte de la diplomatie resterait entrouverte. Le vice-président américain a quitté Islamabad après une offre finale que les Iraniens pourraient encore accepter. Mais les États-Unis accroissent la pression sur l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Après avoir envoyé hier 2 destroyers pour déminer la zone, Donald Trump annonce ce dimanche le début d'un blocus naval par la marine américaine. Oui, le détroit d'Ormuz au centre du jeu. Donald Trump menace, les gardiens de la Révolution ripostent. Écoutez Siavosh Ghazi, c'est notre correspondant à Téhéran. Il y a une mise en garde des gardiens de la Révolution qui ont affirmé que toute intervention de la part des États-Unis pour imposer un blocus sur le trafic dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique, aura pour conséquence un contrôle encore plus serré de la part des gardiens de la Révolution sur ce détroit. Pas question de laisser passer des navires militaires américains, ni des navires marchands ou des pétroliers américains ou d'autres pétroliers ou navires marchands sans l'autorisation de l'Iran. Donc un contrôle encore plus serré. Pas question non plus de céder sur le dossier nucléaire. L'Iran veut développer son programme nucléaire comme cela est permis par le traité de non-prolifération auquel l'Iran adhère depuis de nombreuses années. L'Iran dispose d'autres leviers, notamment un contrôle plus serré, une perturbation du trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb. Il y a d'ailleurs un incident maritime qui a été rapporté dans ce détroit. Les Houthis
Houthis du Yémen sont entrés en guerre aux côtés de l'Iran contre les États-Unis et contre Israël. Et donc cet incident maritime montre que l'Iran dispose de ce moyen pour perturber encore davantage la navigation dans toute la région, notamment dans le canal de Suez, ce qui aura pour conséquence des perturbations encore plus importantes sur les marchés mondiaux et notamment et en particulier sur le marché pétrolier et le prix de l'essence dans les pays occidentaux. Oui, on va suivre demain effectivement ce qui va se passer sur les marchés. Certains pays sont plus touchés que d'autres. En Haïti, la hausse des prix se répercute sur les carburants, mais aussi sur les produits de base, comme nous l'explique Luc Hortel. Chauffeurs de taxi comme passagers, mobilisés par dizaines vendredi dans les rues de Port-au-Prince. L'une des nombreuses manifestations spontanées qui font suite à la hausse record du prix du carburant annoncée par le gouvernement le 2 avril dernier en raison de l'explosion des cours mondiaux du brut. Le prix à la pompe a grimpé de 37% pour le diesel. Il est impératif de lutter contre la hausse des prix du carburant et d'améliorer les conditions de vie du peuple haïtien, parce qu'il y a trop de gens engagés dans un terrible voyage vers l'enfer. C'est dans les marchés que l'on prend toute la mesure de la crise économique qui frappe en ce moment Haïti. Riz, pâtes, huile, tous les prix flambent et les clients se font de plus en plus rares. Ils mangent moins, mais pas autant qu'ils le devraient. C'est parce que le prix des produits a augmenté. Si on mange quelque chose le matin, il faut attendre le soir pour prendre un dîner léger. Il est désormais impossible de manger 3 fois par jour. Selon le Programme alimentaire mondial, la moitié du pays se trouvait en situation d'insécurité alimentaire aiguë avant ces hausses de prix. Près de 40% des Haïtiens survivent avec à peine plus de $2 par jour. Dans un contexte économique déjà dégradé, cette hausse du carburant est d'autant plus difficile à supporter. Le prix du carburant aggrave tout. Je suis dans la misère. Pas assez à manger, pas de clients au marché, parce que les gens n'ont plus de quoi acheter. Avec la précarité généralisée, la mainmise des gangs ne faiblit pas. Les diverses bandes armées contrôleraient actuellement près de 90% de la capitale du pays. Le départ d'une flottille pour Gaza a finalement été reporté pour cause de météo. Les bateaux devaient s'élancer de Barcelone en Espagne ce dimanche. Les organisateurs espèrent ouvrir un couloir humanitaire. Ils veulent alerter sur le sort des Gazaouis. Malgré le cessez-le-feu, l'enclave palestinienne est toujours bombardée par l'armée israélienne. Les précisions de Mévalo. Dans ces sacs mortuaires, les dernières victimes en date des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. L'hôpital des Martyrs Al-Aqsa, dans le centre de l'enclave, dit avoir reçu les corps de 6 personnes samedi matin, tuées quelques heures plus tôt par un drone visant le camp de déplacés d'Al-Bourayj, non loin de là. Ils disent que la guerre est finie, qu'il y a la paix, qu'il n'y a pas de guerre contre nous. Mon fils est tombé en martyr ce matin. Est-ce normal qu'il soit mort ? Où est la paix ? Où est la sécurité ? L'armée israélienne affirme avoir ciblé des militants du Hamas. Ils se seraient approchés de la ligne jaune qui sépare les zones contrôlées par Israël du reste de la bande de Gaza. Selon les autorités locales, plus de 700 Gazaouis, combattants et civils, ont été tués et plus de 2000 blessés depuis l'entrée en vigueur de la trêve il y a tout juste 6 mois. Des chiffres jugés fiables par l'ONU. La vague incessante de meurtres témoigne d'un mépris persistant pour la vie des Palestiniens, rendu possible par une impunité généralisée. Les Palestiniens n'ont aucun moyen de survivre. Quoi qu'ils fassent ou ne fassent pas, où qu'ils aillent ou n'aillent pas, ils ne bénéficient d'aucune sécurité ni protection. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce la mort lundi d'un Palestinien travaillant pour l'OMS alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule de l'organisation onusienne, comme celle du correspondant d'Al Jazeera dans une attaque de drone contre sa voiture mercredi. Un membre du Hamas, opérant sous couverture, assure Israël. Les deux parties s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. La population continue de souffrir entre pénurie et prix exorbitants. Nous n'avons ni carton ni bois de chauffage pour faire cuire le pain. Le prix de la farine a augmenté et nous dépendons des points de distribution d'aide alimentaire. Israël est accusé de restreindre l'acheminement de l'aide humanitaire. La deuxième phase du plan de paix de Donald Trump est officiellement entrée en vigueur mi-janvier. Les personnes déplacées espéraient également que les plans de reconstruction pourraient bientôt démarrer. 90% des Gazaouis vivent toujours sous des tentes ou dans des abris de fortune.
Assez de guerre. Le pape a dénoncé avec force les conflits en cours, appelant les dirigeants au dialogue et à la médiation. Léon XIV a déclaré que la foi était nécessaire pour affronter ensemble ce moment dramatique de l'histoire. Il est temps de faire la paix, a-t-il déclaré, sans citer de responsables politiques. Mais ce dimanche, il s'est adressé aux Libanais. Au cher peuple libanais également, je me sens plus que jamais proche en ces jours de douleur, de peur et d'invincible espérance en Dieu. J'en appelle aux parties en conflit à cesser le feu et à rechercher de toute urgence une solution pacifique. Léon XIV qui entame ce lundi sa tournée en Afrique. 4 pays en 11 jours, un périple qui commence par l'Algérie. Cette visite papale est une première dans le pays. Le pape se rendra à Annaba, la ville de naissance de Saint-Augustin, une figure tutélaire du christianisme. Annaba, où on se prépare à l'accueillir comme il se doit. Les précisions de Lou Bureau. Son héritage a traversé les siècles et les continents. Saint-Augustin, un nom qui résonne encore aujourd'hui, l'un des pères de l'Église latine. Sa pensée a façonné la théologie, la philosophie et bien au-delà. Et c'est ici, à Annaba, aux confins de l'est de l'Algérie, qu'une grande partie de son histoire s'est écrite au IVe siècle. Alors forcément, quand la petite communauté chrétienne apprend que le pape va venir s'y recueillir, tout s'accélère. Les préparatifs s'enchaînent, l'émotion monte et chacun veut être prêt pour cet événement exceptionnel. C'est une chance pour nous d'être ici et d'être présent pour l'arrivée du pape Léon ici en Algérie. C'est une première et pour nous c'est vraiment une grande chance parce que c'est la première fois que nous allons pouvoir faire la rencontre d'un pape. La venue du pape aussi c'est une chance pour nous chrétiens et musulmans de se rencontrer aussi pour approfondir la religion chrétienne avec les musulmans. Père fondateur pour les uns, enfant du pays pour les autres. En Algérie, Saint-Augustin bénéficie d'une image largement positive. Mais avec la visite du pape, l'enjeu dépasse le simple cadre religieux. C'est la réputation du pays qui est en jeu. Alors les préparatifs sont suivis de très près, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Pour le recteur de la basilique Saint-Augustin, cette visite est avant tout un message, le signe de relations apaisées entre communautés. La venue du pape est importante pour nous, en particulier pour la communauté chrétienne et aujourd'hui pour l'ensemble des Algériens. Avant tout, sa visite nous aide à comprendre. Le pape Léon XIV est attendu en Algérie pendant 2 jours, les 13 et 14 avril. Il consacrera l'intégralité de la seconde journée à la visite d'Annaba sur les pas de Saint-Augustin, une figure dont il s'est toujours revendiqué et inspiré. Pour décrypter les enjeux de cette visite papale, nous sommes en direct avec François Mabi. Bonsoir, vous êtes spécialiste des religions. Vous signez entre autres ce livre, Le Vatican, la papauté face à un monde en crise. Alors pourquoi Léon XIV a-t-il choisi l'Algérie? Avant de vous entendre, on va écouter la réponse de l'archevêque d'Alger. Le cardinal Vesco nous a accordé un long entretien. J'en rêvais de ce voyage, j'en rêvais parce qu'en fait, la spécificité d'un voyage, d'un pape dans un pays, c'est que c'est une visite, mais il y a une forme de gratuité absolue. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'enjeu, au fond, il n'y a pas d'enjeu. Et au fond, ce qui fera sa valeur, c'est la qualité de la rencontre et elle sera vraie, cette rencontre. Une rencontre n'est belle que si elle est gratuite, si on a des agendas, des calculs, des plans, des projets, c'est pas une rencontre. Là, il y a véritablement une gratuité. Un entretien que vous pourrez suivre en longueur dans notre journal Afrique ce soir. Alors François Mabille, est-ce que vous êtes d'accord avec donc cette vision d'une visite sans enjeu gratuite? Avec Monseigneur Vesco est tout à fait dans son rôle en tenant ses propos. Et d'une certaine manière, effectivement, il décrit ce qui peut être considéré comme l'éthique du dialogue, l'éthique de la rencontre, c'est-à-dire simplement se voir, discuter et apprendre à se connaître. Ensuite, on peut aussi un peu prendre de la distance par rapport à ces propos. C'est une visite qui est une visite diplomatique. Et comme toute visite diplomatique pontificale, elle a des enjeux, elle a un agenda. Généralement, il y a un double agenda qu'on retrouve d'ailleurs parfaitement ici pour l'Algérie. Tout déplacement pontifical consiste d'abord à visiter une église locale. Et ici, on sait qu'il s'agit d'une petite église,
4 diocèses, 10 000, 15 000 chrétiens. Donc une petite église qu'il s'agit de renforcer ou qu'il s'agit de visiter. Et puis il y a également un enjeu qui est plus diplomatique, qui porte sur les relations entre le catholicisme et l'islam, et là en l'occurrence dans un pays qui est très largement musulman et qui bien évidemment est assez symbolique des relations que peuvent être ou que devraient être celles existant entre l'Église catholique et un certain nombre d'États musulmans. Est-ce que le pape peut demander un geste aux autorités algériennes pour les détenus d'opinion, par exemple? Alors, c'est demandé effectivement par un certain nombre d'ONG. Si ça se fait, ça se fera de manière extrêmement discrète, pour ne pas dire secrète. Cela étant, je doute que pour un premier déplacement qui a des enjeux forts pour le pape, vous l'avez très bien dit dans votre reportage, il s'agit essentiellement d'une première visite pontificale et puis également de soulever l'intérêt que représente Saint-Augustin pour l'Algérie, pour l'Afrique et le catholicisme. En l'occurrence, montrer que le catholicisme n'est pas une religion d'exportation occidentale, européenne, même si c'est avec la colonisation que l'Église catholique s'est instaurée, a été créée en Algérie, mais bien de rappeler que voilà, un penseur du IVe siècle, Saint Augustin, était africain et donc il y a des origines africaines importantes au catholicisme. Les autres aspects sont importants, bien sûr, mais ils ne peuvent pas gréver les autres aspects de ce déplacement, qui est un déplacement, je dirais, de haute voltige diplomatique. Oui, justement, cette visite, elle ravive également la mémoire des 19 martyrs de la décennie noire, parmi lesquels les moines de Tibérine. Là aussi, Léon XIV va devoir jouer les équilibristes. Oui, nous sommes dans des sociétés qui sont saturées de références au passé et à la mémoire. Et on voit bien qu'entre les États, il y a effectivement souvent des rivalités ou des controverses autour des politiques mémorielles. C'est particulièrement vrai d'ailleurs entre la France et l'Algérie. Et donc l'Église catholique et là le pape doit trouver la juste distance. C'est-à-dire, bien évidemment, il est pratiquement impossible d'aller, et le pape ne va pas à Tibérine parce que ça serait raviver à la fois un épisode extrêmement dramatique dans le cadre des relations entre l'islam et l'Église catholique, et puis de manière plus globale, rappeler un épisode qui est lié à la guerre civile en Algérie. Et en même temps, il ne pourra pas ne pas mentionner à un moment ou à un autre la mémoire de ces moines. Donc dans le programme officiel, rien n'est dit à ce sujet, et donc on verra comment le pape Léon aborde ce thème, mais il sera nécessairement abordé de manière relativement discrète pour ne pas froisser les autorités algériennes de manière générale et ne pas également mettre sur un terrain conflictuel cette première visite en Algérie. Et donc la communauté catholique, vous nous l'avez dit, elle reste très modeste en Algérie. Après, il y aura le Cameroun, l'Angola, oui, la Guinée équatoriale. Là, il sera en terre catholique, ce sera plus simple? Oui, d'une certaine manière, l'Algérie, la porte d'entrée vers l'Afrique, et en même temps clôt une première série de déplacements, en tout cas 2 premiers déplacements du pape dans le pourtour méditerranéen. Premier déplacement en Turquie, puis le Liban, et maintenant l'Algérie. Là, on est sur la thématique qui était chère au pape François, du dialogue interculturel, du dialogue interreligieux et des relations, en l'occurrence, entre l'islam et le catholicisme. Et l'Algérie s'inscrit vraiment dans ce contexte. Et puis après l'Algérie, effectivement, il y a 3 pays africains qui sont eux majoritairement chrétiens, catholiques, et où les thématiques vont être différentes parce qu'on est en face d'églises qui sont plus fortes, qui sont structurées, qui jouent un rôle social et éducatif important, et où la place du catholicisme par rapport à un certain nombre de tensions est importante. Et sans doute que là, le pape reviendra sur des thématiques classiques comme celle de la paix. Merci infiniment François Mabille d'avoir été avec nous, et on va suivre cette visite papale en Afrique évidemment. La fin d'une époque au Bénin, Patrice Talon ne se représente pas mais son successeur désigné, Romuald Wadani, est donné favori. Face à lui, Paul Humpé des FCBE, le parti d'opposition dite modéré. Le principal parti d'opposition, les démocrates, n'a pas pu participer faute de parrainage nécessaire, et selon les journalistes de l'agence France Presse, l'engouement pour aller voter était timide ce matin à Cotonou, et ce sera important de voir quel est le taux de participation.
En revanche, il y avait foule devant les bureaux de vote en Hongrie pour ces législatives. Pour la première fois en 16 ans, Viktor Orban est bousculé dans les sondages. Le Premier ministre fait face à un rival plus jeune, transfuge de son parti, le Fidesz. Péter Magyar va-t-il réussir son pari, s'imposer? Eh bien, nous retrouvons en direct de Budapest l'envoyé spécial de France Info TV. Bonsoir Alban Mikosi, vous avez suivi cette journée de vote et la participation a atteint un record à la mi-journée. Oh, elle est même un record actuellement. Pensez que plus de 74% des Hongrois se sont déplacés pour voter avant 17h. Il restait encore 2 heures pour voter puisque les urnes fermeront à 19h. Il n'y a pas de décalage horaire entre la Hongrie et la France. Il reste donc 40 minutes pour les Hongrois pour voter. Il y aura sans doute à peu près 80% de votants. C'est un record historique. Pourquoi? Parce que l'enjeu est particulièrement important. Vous voyez derrière moi ce beau bâtiment gothique, c'est le Parlement hongrois. C'est dans ce bâtiment que les 199 députés vont siéger. Pour l'instant, Viktor Orban dispose d'une majorité de 2/3. Allez, on prend déjà le pari, il ne l'aura plus ce soir. Sera-t-il battu? C'est toute la question. Et cette forte mobilisation, donc, elle pourrait profiter à son rival. Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes? On dit que la jeunesse veut du changement. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de jeunes. Je vais vous donner un exemple. La ville de Budapest, qui traditionnellement est la ville qui vote le plus pour l'opposition. La ville de Budapest s'est mobilisée, mais de manière absolument massive. On a vu des bureaux de vote où il y avait des files d'attente. On a vu ce matin, nous, dans le bureau de vote où on s'est rendu, que le vote était continu et que les jeunes, ils sont venus dire que 16 ans d'urbanisme, ça suffit et qu'ils veulent que la page tourne. Tout à l'heure, il y avait un slogan qui s'est affiché du côté de l'opposition sur lequel il y avait écrit « Le changement de régime, c'est maintenant ». Donc les Hongrois ont l'impression que si Viktor Orban doit tomber, ça sera ce soir. Alors dans quelques minutes maintenant, eh bien, le vote va cesser, le dépouillement va commencer. Aux alentours de 19h30, le candidat de l'opposition, Péter Magyar, va rassembler ses partisans sur une grande place de Budapest qui fait face au Parlement et il prendra la parole, sans doute pour revendiquer la victoire. Comment va réagir Viktor Orban? Va-t-il accepter son éventuelle défaite ou va-t-il au contraire revendiquer lui aussi la victoire, menant le pays vers une crise? Ça, c'est encore toute la question. Et on suivra ça aussi avec attention. Merci beaucoup Alban Mikosi d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes. Tous les dimanches, à vrai dire, nous permet de vous dévoiler le vrai du faux. Aujourd'hui, Nina Soyez revient sur l'information prédictive ou comment certains se lancent dans des pronostics hasardeux. Regardez. L'Iran est-il en train de perdre la guerre? L'Alliance des États du Sahel sera-t-elle attaquée dans les mois à venir? Si les réponses sont complexes pour les meilleurs experts, pour d'autres, la réponse se lirait dans les radiations. C'est le créneau qu'ont adopté plusieurs internautes sur les réseaux sociaux et ça fait beaucoup de vues. Leurs questions sont soumises au même procédé. Des bâtons qui réagiraient à des radiations et qui indiqueraient, au final, une réponse. L'Iran est-il en train de perdre la guerre? Mais à vrai dire, sur quoi repose cette pratique? Si vous en voyez passer de plus en plus sur vos téléphones portables, son origine remonte au XVIe siècle. La radiesthésie consiste à détecter des radiations qui matérialiseraient une information cachée. Elle peut se faire à l'aide d'un pendule ou de baguettes de sourcier, comme celles que l'on voit dans les vidéos. Et à la base, on s'en servait pour chercher des minerais. Son usage s'est élargi au fil des siècles pour trouver des sources d'eau, diagnostiquer des maladies ou encore localiser des personnes perdues. Mais jusqu'à ce jour, rien ne permet de prouver scientifiquement son efficacité. Pourtant, dans les vidéos, les bâtons bougent bien à chaque question posée. Alors, comment l'expliquer? On a posé la question à Jérôme Belayer, professeur de sciences physiques et collaborateur du laboratoire de zététique, ou l'art du doute, à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Les baguettes qu'elle utilise, d'après l'expérience qu'on a par rapport aux sourciers, et mon expérience personnelle aussi pour avoir essayé ce genre de baguettes, elles sont dans un équilibre très très instable quand on les tient avec les mains. Et en fait, la moindre petite perturbation va les faire bouger. Cette vidéo, elle est une manifestation parfaite de ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. C'est-à-dire que c'est une pensée qui va agir sur l'activité musculaire. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est pas une manifestation d'une information cachée, c'est une manifestation de
de l'espérance de la personne, en fait, de son avis sur la question, sans qu'elle ne s'en rende compte. Les personnes à l'origine de ces vidéos sont-elles de bonne foi? Pensent-elles bien faire ou tentent-elles d'engendrer un maximum de vues à des fins pécuniaires? S'il est impossible de répondre, la fiabilité de ces vidéos est, elle, grandement questionnable. Le marathon de Paris a battu des records avec près de 60 000 participants. Cette 49e édition a été remportée par l'Italien Yeman Kripa chez les hommes, et chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Chouré Demizé qui s'octroie même le record féminin de l'épreuve. À suivre le débat de 64 minutes, l'Ukraine a montré son expertise en drone et pas seulement. Est-ce que cela peut lui permettre de remporter cette guerre? On en débat avec mes invités. On se retrouve dans quelques minutes.